Commencez par réduire vraiment le militarisme et le complexe militaro-industriel. Affamez-les parce que vous dites « Oh, alors nous allons être envahis ». Et ce n'est qu'une tactique de peur. Il est très exact de dire que ce qu'ils font n'a aucun sens. C'est très nuisible. Cela va nuire le plus à la classe moyenne et aux pauvres. Et cela va conduire à moins de paix et moins de prospérité. La rapidité avec laquelle cela arrive et la durée pendant laquelle ça dure dépendent beaucoup de la réaction des gens à cela. Nous devrions changer de politique si nous espérons un jour retrouver une forte croissance économique. Bienvenue à tous. Nous sommes rejoints aujourd'hui par un invité absolument fantastique. J'attendais vraiment cette conversation avec impatience. Je suis tellement honorée d'être rejoint par le Dr. Ron Paul. Le Dr. Paul est un ancien membre du Congrès, candidat à la présidence des États-Unis, et le fondateur du Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, une organisation qui soutient une politique étrangère fondée sur des relations pacifiques et le commerce avec tous. Le Dr. Paul est l'animateur du Ron Paul Liberty Report. C'est une émission formidable, je suis un grand fan. Je partagerai le lien dans la description ci-dessous. Je ne peux pas recommander l'émission assez. Dr. Paul, merci beaucoup de me rejoindre. C'est un tel honneur. Bon retour parmi nous. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous, Lena. Dr. Paul, il se passe tellement de choses récemment. Il y a tant d'événements récents sur lesquels j'aimerais avoir votre avis. Nous avons de nouveaux tarifs, le budget du Pentagone de 1000 milliards de dollars et bien sûr, le risque d'une guerre avec l'Iran. Peut-être pourrions-nous commencer par les tarifs aujourd'hui. La guerre commerciale mondiale s'intensifie clairement. Donald Trump a approuvé un tarif de 10% sur les importations chinoises le 8 avril. Et puis, le lendemain, le 9 avril, les autorités chinoises ont effectivement riposté en imposant un tarif de 8% sur les importations américaines. Quelle est votre opinion sur ces escalades des tensions commerciales, des tensions économiques et leur impact sur les consommateurs américains? Eh bien, ma réponse simple à cette question, ma première réflexion, c'est que cela n'a aucun sens. C'est une mauvaise politique économique. Et je ne sais pas pourquoi des adultes qui prétendent en savoir beaucoup proposent des idées comme celle-là. Je pensais que les tarifs étaient dépassés depuis longtemps. Moralement, ils devraient l'être, et aussi, vous savez, économiquement. Ils n'apportent aucun avantage, seulement des dommages. C'est juste plus de méfaits de la part des gestionnaires qui veulent s'occuper de tout le monde et prétendent être aux commandes. Donc, les tarifs, en principe, ne sont pas nécessaires et pourtant très dangereux. Réduire les dépenses publiques et se concentrer sur la réduction de la dette nationale était un sujet brûlant en janvier, il y a plusieurs mois, tout comme les appels à vérifier l'existence de l'or à Fort Knox. Cependant, depuis lors, depuis janvier ou début février, il semble qu'il n'y ait pas vraiment eu de discussion significative sur ces sujets. Mais les données les plus récentes montrent que les États-Unis ont dépensé près d'1 milliard de dollars, avec un B, 1 milliard de dollars depuis janvier de cette année pour bombarder le Yémen. Ensuite, l'administration actuelle a approuvé près de 12 milliards de dollars de vente d'armes à Israël. Nous sommes maintenant en avril et le président Trump demande un budget record de 1000 milliards de dollars pour le Pentagone. $1 trillion with a T, $1 trillion in Pentagon budget. So previously Trump promised to cut military spending. Auparavant, Trump avait promis de réduire les dépenses militaires. Maintenant, il les augmente en réalité. Beaucoup de gens sont assez déçus, choqués et confus, ne sachant pas quoi en penser ou s'ils doivent simplement donner plus de temps et voir comment cela évolue. Comment comprendre une telle différence marquée entre les activités de l'administration actuelle, les politiques mises en œuvre en matière de dépenses publiques
et une position assez interventionniste par rapport aux promesses de réduire les dépenses publiques et de mettre fin aux guerres, de mettre fin aux conflits que nous avons tous entendus pendant la campagne électorale. Eh bien, cela crée de la méfiance, et la méfiance est justifiée. Et parfois, c'est sain. Quand les gens perdent confiance dans toutes les fausses promesses, ils peuvent se rassembler et commencer à parler de changer les choses et de ce qu'ils devraient faire. Donc c'est quelque chose qu'il est très difficile de croire qu'ils continuent à faire. Vous avez mentionné les 1 000 milliards de dollars qu'ils vont dépenser pour le militarisme d'ici la fin de cette année. Eh bien, il y avait une autre personne de l'administration, et il semble s'en vanter, vous savez, représentant l'administration, qui, vous savez peut-être l'année prochaine, ce sera 2 000 milliards de dollars. Cela n'a aucun sens. C'est tellement immoral parce qu'ils impriment l'argent. Ce sont des faussaires qui font cela. C'est de la fraude. Cela ne mène à aucun bon résultat. Pensez à combien d'argent a été utilisé dans les 1 000 milliards de dollars dont nous parlons ici. Et cela va partout, au Moyen-Orient et en Ukraine. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes étaient des passants innocents? C'étaient des civils, et pourtant c'est presque tout notre argent. Oui, les gens disent « oui, mais les Américains ne meurent pas ». Mais les Américains en souffrent parce que nous payons pour cela. C'est une politique étrangère terrible, terrible de faire cela, et ensuite de le faire au nom et sous le prétexte d'être élus, en prétendant qu'ils vont arrêter les guerres. Et donc, nous devons être un peu prudents, car peut-être que quelque chose de bon en sortira. Parce que vous savez, en regardant, aussi mauvais que ce plan de réduction du budget ait été, il n'a pas vraiment fonctionné. Pourtant, si vous regardez ce que l'USAID a révélé, les gens disent « Mon Dieu, nous ne savions pas que c'était si grave ». Donc l'information est importante. Et nous devrions faire cela. Vous savez, découvrir ce qui se passe avec la Réserve fédérale et découvrir comment ils dépensent tout l'argent du Pentagone. Beaucoup plus de gens se réveilleraient. En ce moment, les gens luttent juste pour s'en sortir et vivre avec ce qu'ils ont. Et cela rend difficile de les enthousiasmer pour certaines des choses qu'ils considèrent comme ésotériques. Dr. Paul, vous avez récemment posté sur l'ancien Twitter, je cite, « Un budget militaire de 1 000 milliards arrive. Regardez la chute du faux système économique. Nous commençons clairement à voir les fissures, si vous voulez, dans le système financier. L'or a récemment atteint 3 000 $ l'once. Les tarifs ont fait s'effondrer les marchés à l'échelle mondiale et continuent de le faire. Le dollar perd de sa valeur. Et nous apprenons que les pays du soi-disant Sud global, certains préfèrent les appeler la majorité mondiale, développent activement des plateformes alternatives de règlement financier pour protéger leur propre souveraineté économique et réduire leur dépendance vis-à-vis des politiques américaines et de la politique des États-Unis. Combien de temps reste-t-il avant que ce faux système économique ne franchisse le point de non-retour? Ou avons-nous déjà franchi ce point de non-retour? Eh bien, c'est difficile à dire. Je pense que nous sommes à un point où l'on peut s'attendre à ce que cela empire avant de s'améliorer, et vous ne pouvez pas faire fonctionner ce système. Le système soviétique a tenu pendant des décennies, et nous, qui vivions à cette époque, avions peur d'un échange d'armes nucléaires. Heureusement, cela ne s'est pas produit. Mais le système soviétique s'est simplement effondré. C'était comme un non-événement, ce qui était fantastique. Mais il était en faillite. Cela ne fonctionnait pas. Le communisme ne fonctionne pas. Et c'est, espérons-le, de cette manière que notre système se désintègre, en ce sens qu'il ne fonctionne pas. Et il ne fonctionne pas très bien. Les choses dont vous venez de parler décrivent une guerre sur deux fronts. Nous avons cette guerre que nous avons déclarée contre nous-mêmes en imposant des tarifs aux autres, invitant à une guerre tarifaire.
Et c'est un gros problème. Tigay et Swift. Et pensez simplement aux milliers de milliards de dollars que les gens ont perdus. Certains d'entre eux sont des personnes très riches qui pensaient être trop riches pour être touchés. Mais beaucoup de gens ordinaires avaient leurs économies en actions et obligations. Et eux aussi ont beaucoup souffert de cela. Nous avons donc cette guerre économique avec les tarifs, l'ingérence et la dette que nous avons accumulée. Mais nous utilisons aussi tout cet argent qui n'est pas vraiment de l'argent. C'est juste du crédit. Nous nous plaignons peut-être de dépenser $1 billion cette année, mais nous ne les avons pas. Il n'y a pas d'argent dans le trésor. Ils doivent donc emprunter cet argent, et en gros, ils l'emprunteront en l'imprimant. Ils prendront des bons du trésor à la Réserve fédérale, et c'est ainsi qu'ils obtiennent le crédit. Jusqu'à présent, le monde a été très disposé à accepter les dollars, et il l'est toujours, et il le sera probablement encore dans une certaine mesure. Mais je pense que ce dont vous parlez, c'est que le système semble vaciller. Et combien de temps cela va-t-il durer? Quand vous regardez l'économie, si vous examinez, disons, le système monétaire, vous pouvez prédire les bulles. Vous pouvez voir les bulles, vous n'avez pas besoin d'être un génie. Qu'il s'agisse d'une bulle immobilière ou des bulles de Bitcoin, toutes ces choses, vous pouvez les voir, mais vous ne savez pas quand quelque chose va arriver. Regardez à quelle vitesse quelque chose s'est produit il y a 3 jours. Vous ne savez pas comment. Je suis sûr que Trump et son équipe ne s'attendaient pas à ce genre de problème, car s'ils l'avaient fait, ils ne l'auraient pas fait exprès, mais ils ne peuvent pas. Et les gens ne peuvent pas prédire quand le marché abandonne. Et c'est ce qui se passe avec une monnaie. Il y a des indices qu'ils aimeraient attaquer le dollar, et ils le font. Le dollar est moins populaire, mais les gens l'utilisent toujours. Nous avons encore plus d'armes, plus de richesses et plus de crédibilité, mais nous les perdons rapidement. Et quand le coup final arrive, c'est imprévisible. Je pensais peut-être en 1971, quand nous avons rompu le lien du dollar avec l'or. In 1971, when we severed the link of the dollar to gold, that it wouldn't be too long after that. Well, we had a long Qu'il ne faudrait pas trop longtemps après cela. Eh bien, nous avons eu beaucoup de problèmes dans les années 70. Nous continuons à avoir ces problèmes, donc cela dure plus longtemps que beaucoup de gens ne l'auraient prédit. Mais je ne pense pas que nous puissions dire, eh bien, oublions ça. Le système est viable. C'est un peu comme ce qui est arrivé au système soviétique. C'était tellement mauvais que les gens ont simplement abandonné. Le monde a abandonné, et ils étaient en faillite. Ils ne pouvaient pas mener leur guerre, et tout était fini. Cela viendra. Cela pourrait découler de cette situation actuelle avec cette double guerre en cours, nous élargissant la guerre contre l'Iran et le Moyen-Orient et l'Ukraine et tous ces endroits, et aussi cette guerre tarifaire. Cela pourrait donc être quelque chose qui mènera, peut-être dans une semaine, à une autre confrontation, mais il pourrait s'en sortir et convaincre les gens de le faire. Et il commence déjà à dire, eh bien, nous allons résoudre notre problème en augmentant le salaire minimum. C'est insensé, mais c'est ce qu'ils essaieront de faire. Mais il est très juste de dire que ce qu'ils font n'a aucun sens. C'est très nuisible. Cela va nuire le plus à la classe moyenne et aux pauvres. Et cela va conduire à moins de paix et moins de prospérité. Et la rapidité avec laquelle cela arrive et la durée que cela prendra dépendent beaucoup de la réaction des gens à cela. Et nous devrions changer de politique si nous espérons un jour retrouver une forte croissance économique. Dr. Paul, avant que nous abordions plusieurs points en géopolitique, si vous étiez président en ce moment, ce qui serait absolument incroyable, je souhaite que ce soit le cas, mais si vous étiez dans le bureau ovale en ce moment, quelles seraient vos principales priorités? Peut-être vos 3 principales priorités pour
résoudre le désordre économique dans lequel nous nous trouvons actuellement. Eh bien, en fin de compte, vous savez, vous ne pouvez rien faire à moins que les gens l'acceptent. Donc disons que nous pourrions réduire le budget de 10% par an jusqu'à ce qu'il soit équilibré, ou de 2% par an. Même le moindre soupçon d'inefficacité, il parle, vous savez, du comité d'efficacité qui réduit. Il y a beaucoup de résistance, beaucoup de gens en colère, des gens qui se révoltent à ce sujet. Donc c'est un problème que vous avez. Vous savez, la chose la plus importante, et ce n'est pas comme si je pouvais rédiger un décret exécutif. La chose la plus importante est d'avoir plus de gens comme vous intéressés par le sujet. Les jeunes qui s'y intéressent et diffusent un message parce que cela doit arriver. Parce que si j'étais en fonction et que je disais, vous savez quoi, nous devons réduire. Nous devrions réduire toutes les aides sociales et toutes les guerres. Et nous allons commencer par ces guerres et l'armée. Ça pourrait probablement, vous savez, ça pourrait fonctionner dans une certaine mesure. Mais si vous dites, je vais réduire les bons alimentaires, ce serait mauvais. Donc vous pourriez concevoir et dire, d'accord, nous allons élaborer un système où vous pourriez le faire délibérément. Nous allons réduire les aides sociales. Mais ce que nous allons vraiment faire, c'est arrêter toutes les guerres et ramener toutes les troupes. Et vous pourriez le faire par un décret exécutif, au lieu de, dans ces conditions, parler d'un budget du DOD de 1000 milliards de dollars passant à 2000 milliards de dollars en un an. C'est fou. Donc quelque chose de terrible va se produire avant la fin de l'année prochaine. C'est donc un problème. Peu importe ce qu'une personne comme moi ferait, en ce moment, les conditions sont si mauvaises. Même Trump a rencontré le problème qu'ils aimeraient résoudre. Les tribunaux sont tellement remplis de mauvaises idées et de mauvaises personnes. Et vous avez des gens dans les universités. Il faudrait vraiment un changement. Il faut un changement dans ce qui s'est passé dans le système universitaire depuis 110 ans, enseignant toutes ces absurdités. Mais vous pourriez encore le faire. Vous pourriez le faire par décret. Probablement que c'est la plus grande chose. Mais nous ne pouvons pas résoudre tous les problèmes économiques, car il faut les financer d'une manière ou d'une autre. Il va y avoir un défaut. Mais vous pourriez, avec un décret, parce que le président a le pouvoir de déplacer les troupes et qu'il n'y a pas de guerre officielle en cours, je dirais simplement de ramener les troupes à la maison. Ramenez-les à la maison et économiser des milliards et des milliards de dollars et arrêter cette expansion. Cela donnerait un coup de pouce sain à l'économie. Mais je dirais oui. Le même jour où nous ramenons les troupes à la maison, nous n'allons probablement pas supprimer tous les bons alimentaires et toute l'aide sociale pour les pauvres. Je pense que la dernière chose que vous pourriez faire, la pire chose que vous pourriez faire, est de couper le financement pour les pauvres, les enfants malades. Si nous ne réglons pas nos problèmes, cependant, cela sera coupé parce que l'argent cessera de fonctionner. Donc de toute façon, il va y avoir un problème. Mais si nous voulons vraiment que les gens acceptent cela, vous savez, commencez par réduire drastiquement le militarisme et le complexe militaro-industriel, les affamer, parce que vous dites « Oh, alors nous allons être envahis ». Et ce n'est qu'une tactique de peur. Et ils disent tous non. Eh bien, nous ne pouvons pas faire ça. Mais je vais vous dire en ce moment, ce serait très difficile à faire, parce que les conditions ne sont pas réunies. Donc, ce que je pense, c'est que je travaille sur l'hypothèse que le mauvais investissement, où les gens ont fait des erreurs parce qu'ils pensaient être plus riches qu'ils ne l'étaient réellement. Et aussi le mauvais investissement et les choses qui se sont passées avec l'inflation. Vous savez, les prix sont beaucoup trop élevés sur le marché en ce moment, disant qu'ils sont trop élevés. C'est pourquoi les actions baissent.
Si vous pouvez avoir un système qui permet le gradualisme, ce ne sera pas acceptable. Donc je préparerai les Américains en leur disant la vérité sur ce qui se passe et à quoi s'attendre, et je leur rendrai leur liberté d'une manière ou d'une autre aussi rapidement que possible. Arrêtez l'impôt sur le revenu et faites savoir aux gens que oui, ça va être chaotique, mais vous allez avoir beaucoup plus d'argent et vous allez devoir vous débrouiller par vous-même. Vous ne pouvez pas aller pleurer au gouvernement pour lui demander de voler de l'argent à quelqu'un d'autre parce que votre entreprise a échoué. Donc c'est un gros problème. Et il n'y a pas, vous savez, même si j'étais là aujourd'hui, demain, et disais, eh bien, nous voulons un examen et un audit de la Réserve fédérale. Il y a tellement de personnes impliquées. C'est mondial. Et c'est ce qui garde très secret. Donc ce n'est pas faisable. Mais je pense que vous pourriez faire beaucoup de bien si vous fixiez la norme en disant, regardez, nous devons réduire. Si nous ne le faisons pas, de manière délibérée, tout va nous retomber dessus. Mais je commencerai par l'armée. Et ensuite, j'essaierai d'encourager les gens à comprendre. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est de beaucoup plus de personnes à la radio et de faire des vidéos et d'en parler comme vous le faites pour que plus de gens comprennent pourquoi nous le faisons. Parce que s'ils ne comprennent pas, vous verrez plus de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une révolte contre toute prétention de réduction qui n'existe même pas. Dr. Paul, je soutiens chaque mot que vous avez dit. Donc, alors que les dépenses militaires augmentent, malheureusement, nous pouvons nous tourner vers plusieurs questions géopolitiques que j'avais pour vous. Les États-Unis viennent de déployer environ un tiers de leurs bombardiers B-2, d'après ce que je comprends, parmi d'autres actifs militaires de grande valeur, à Diego Garcia, et ont augmenté leur présence militaire dans la région. Donc, nous faisons exactement le contraire de ce que le non-interventionnisme voudrait que nous fassions, n'est-ce pas? Et est-ce simplement une posture offensive pour forcer la relance du JCPOA avec l'Iran? Ou y a-t-il un risque que l'administration Trump se positionne effectivement pour intervenir militairement dans la région, spécifiquement avec l'Iran? Eh bien, je pense qu'ils le sont. À quelle vitesse vont-ils avancer? Ils travaillent en collusion avec Israël. Vous savez quels sont les désirs d'Israël. Donc non, ils se préparent à cela. Espérons et prions qu'ils n'aillent pas aussi loin. Mais nous le faisons au Yémen. Regardez à quel point c'est dangereux, parce que c'est considéré comme un avant-poste pour l'Iran. Et pourtant, nous y avons tué beaucoup de gens, dépensé beaucoup d'argent. C'est là qu'1 milliard de dollars a été dépensé. Et combien d'Américains pourraient même trouver le Yémen sur une carte? C'est pourquoi la faillite de ce pays est une bénédiction déguisée, car il va y avoir beaucoup de souffrance. Mais si les gouvernements du monde, les peuples du monde, continuent à faire confiance au dollar et nous laissent ignorer indéfiniment nos déficits et le dépenser pour faire fonctionner notre complexe militaro-industriel et les satisfaire et ensuite s'impliquer dans cette politique étrangère, je pense que les choses vont empirer. Mais finalement, cependant, les gens abandonnent la monnaie. Et c'est la grande inconnue. Nous savons que cela arrivera, mais nous ne savons pas si ce sera cette année, dans 2 ans ou quand. Il semble que de nombreuses personnes ici aux États-Unis aient du mal avec une question simple concernant les événements au Moyen-Orient. Et j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue à ce sujet. Donc, la question est, l'Iran représente-t-il une menace pour la sécurité des États-Unis d'Amérique, justifiant ces activités? Non. Je ne pense pas que si vous posiez une question honnête à l'Américain moyen dans la rue, vous inquiétez-vous aujourd'hui qu'Iran vienne ici et vous fasse du mal? Il y aurait 1% de personnes qui diraient cela. Ils ont dit cela à propos de Saddam Hussein.
C'était tout des mensonges. Ils ont construit la haine, et cela vous montre que le contrôle des médias et la propagande est très, très puissant, parce que les grands gouvernements comme celui-ci qui agissent en dehors de la loi doivent jouer sur la peur. Ils doivent effrayer les gens. Ils doivent connaître la vérité et ils doivent réaliser que les politiques doivent changer. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que ça se passe en douceur. C'est le problème. Donc il y a beaucoup d'erreurs. Si nous regardons cela de plus près chez nous, si un mari ou une femme dépense et s'endette, et qu'ils accumulent jusqu'à $1 million de dettes, comment vont-ils s'en sortir? Ils doivent déclarer faillite ou trouver un autre emploi, toutes ces choses. Mais si aujourd'hui ils vont au gouvernement, le gouvernement va probablement renflouer la plupart des gens parce qu'ils ont causé le problème. Donc c'est un problème assez important qui n'est pas facilement résolu. La relance du JCPOA avec l'Iran semble être la priorité absolue, d'après ce que je comprends. Donc Trump veut maintenant signer un accord avec l'Iran, et c'est le même accord qu'il a déchiré en 2018, où l'Iran a accepté de ne pas construire d'armes nucléaires qu'il dit n'avoir jamais voulu construire de toute façon. En d'autres termes, nous revenons au même type d'accord, 7 ans plus tard. Alors, qu'est-ce qui motive ce retour à l'accord que le président Trump a choisi d'abandonner lors de son premier mandat présidentiel? Voyez-vous, j'ai tendance à ne pas surmonter la méfiance envers le gouvernement. Donc je n'accorde pas beaucoup d'importance à ces choses parce que qui sait, ils changeront d'avis. Et ça doit être une décision beaucoup plus philosophique. Et pour moi, c'est que plus de gens doivent savoir ce qu'est la loi naturelle et ne pas accepter les lois des gouvernements parce que c'est de la propagande et c'est de l'autoritarisme. Ils veulent annuler notre vérité. Ils sont eux-mêmes nihilistes et disent que vous ne connaissez pas la vérité. Dans mon cas, je les ignore simplement parce que ce que je veux que les gens réalisent, c'est que les lois et la moralité ont dicté à la race humaine pendant 6000 ans. Même dans les cultures les plus primitives, au fur et à mesure de leur développement, elles ont saisi et compris l'instinct naturel qu'on ne peut pas sortir et tuer des gens. Vous ne pouvez pas voler les gens. Vous ne pouvez pas mentir aux gens. Et ces choses ont été développées bien avant les 10 commandements. Ces choses étaient connues. Et donc c'est ce qui doit être fait. C'est donc une question beaucoup plus grande et plus large. Et donc je n'ai pas beaucoup de foi que tout d'un coup, surtout, vous savez, cette méfiance qui est générée, vous savez, parce qu'ils ont changé d'avis. L'autre jour, je parlais à quelqu'un et nous parlions de l'assassinat de JFK. Et j'ai dit, vous savez, quand c'est arrivé au début, j'étais avec tout le monde. Oswald l'a fait. 80% des gens pensaient qu'Oswald, peut-être même plus que ça, un tireur isolé, avait tué JFK. Mais au fil des années, et c'était il y a longtemps maintenant, de plus en plus de gens ont entendu une histoire différente. Maintenant, 80% des Américains ne croient pas au gouvernement. J'ai donc fait un commentaire, c'était sérieux. J'ai dit, et c'est une bonne nouvelle. Alors la personne qui m'interviewait a un peu ri, comme si avoir un gouvernement auquel on ne peut pas croire pouvait être une bonne chose. Eh bien, si vous connaissez le système soviétique, il y avait finalement beaucoup de gens qui racontaient toutes sortes de blagues en Union soviétique pour le ridiculiser. Tout le monde savait à quel point c'était mauvais, mais ils étaient impuissants à le surmonter. Et je pense que c'est là où nous en sommes maintenant. Les gens le savent, mais il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en notre gouvernement. Donc je ne pars pas du principe que tout d'un coup, nous allons convertir le gouvernement parce qu'ils sont tous pour le pouvoir. Et je pense que les marxistes culturels ont une technique que vous devez comprendre.
et c'est qu'ils travaillent à produire le chaos. Et ils sont assez doués pour ça. Si vous regardez ce qui s'est passé avec, vous savez, le Covid et différentes choses, comme les émeutes dans la rue, comment ils ont opéré avec, vous savez, l'invasion à nos frontières et les gens qui entrent. Et pour moi, c'était comme laisser les gens entrer chez vous et faire ce qu'ils veulent. Ils entrent. Donc tout cela s'est produit, et puis ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire et ils doivent changer ces politiques parce que c'est ce qui est mis en place par cette permissivité. Mais pour moi, c'est un grand désordre. C'est pourquoi je me tourne vers quelque chose d'un peu plus large, mais que je pense fondamental. Et je pense qu'il faut avoir des gens avec des principes moraux de base. Les fondateurs l'ont compris. Ils en ont même parlé. Oui, nous vous donnons une république, mais vous ne l'aurez pas si vous ne restez pas un peuple moral. Ils étaient convaincus que le peuple américain de l'époque était beaucoup plus orienté moralement. Les fondateurs n'étaient pas parfaits, mais ils étaient des génies dans la compréhension de l'histoire. Et je plaisante à ce sujet, mais sérieusement, j'ai dit qu'ils étaient des génies, si bien lus et éduqués, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'aller dans des écoles gouvernementales. C'est ce dont nous avons besoin davantage. Et c'est pourquoi je suis optimiste, parce que je regarde autour de moi et je vois toutes les organisations qui existent. Et j'ai ma petite organisation, mais il y a beaucoup de bonnes organisations. J'ai toujours admiré ce que l'Institut Mises a fait. Ils fournissent la littérature et ont converti des milliers de personnes. Mais l'autre chose est de ne pas se décourager. Le fait est que les chiffres sont importants dans une certaine mesure. Les attitudes dominantes sont importantes, mais cela se réduit vraiment à un plus petit nombre. Vous n'avez pas besoin d'attendre que 51% soient d'accord avec ce que nous faisons. Nous avons besoin du taux de base du leadership dans un pays. Car même pour notre révolution, moins de 10% des gens dans les colonies ont soutenu la guerre. Mais les dirigeants l'ont fait, l'ont compris, et ont pu le décrire en termes intellectuels, comme dans la Déclaration et dans la Constitution. C'est très important. Donc vous ne pouvez pas vous décourager parce que nous n'avons pas le contrôle des médias. Nous n'avons pas le contrôle des tribunaux, mais nous avons le contrôle d'une chose que les gens connaissent. Et c'est qu'une idée dont le temps est venu ne peut pas être arrêtée. Nous devrions donc regarder cela. L'idée de la liberté, je pense, est là. Le chaos est dans la rue. Les marxistes culturels pensent que c'est une bénédiction parce qu'ils vont maintenant nous imposer une stricte adhésion au socialisme et au communisme. Et je pense que non, je vois cela comme une opportunité. Les rues sont en émeute, les gens sont préoccupés, et les gens se sont réveillés avec les absurdités du Covid, et de plus en plus de gens se sont éveillés. Donc je pense que c'est bien. Et c'est comme ça que je travaille, je ne peux pas réfléchir, je ne peux pas gérer le signal. Si j'étais là et que j'avais le pouvoir, et que je faisais cela, tout d'un coup ça changerait. Parce qu'ils essaient de faire ça juste de manière minuscule, vous savez, avec le subterfuge, ils veulent licencier certaines personnes et faire cela, et il y a des émeutes dans la rue. Donc je ne pense pas que les gens doivent se préparer à cela. Et cela, pour moi, passe par l'éducation. C'est pourquoi j'admire les gens qui sont là pour essayer de changer les mentalités et faire comprendre aux gens ce qu'est la loi naturelle et pourquoi ces gens ne sont pas timides en disant « Oui, je ne crois pas que vous puissiez trouver la vérité du tout ». Donc ils n'essaient même pas de la trouver. C'est là que réside le problème. Dr. Paul, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que l'éducation est la base. Et je pense que votre merveilleux programme, le Liberty Report, est absolument parfait au quotidien
pour regarder, pour obtenir ces informations dans un format très condensé et facile à comprendre ce qui se passe réellement, et pour avoir une bonne idée des attentes que nous pourrions avoir à l'avenir si les choses ne changent pas. Dr. Paul, merci beaucoup pour cette conversation et pour votre temps. Cela a été un tel honneur et plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Vos pensées et votre perspective sont très appréciées et j'attends certainement avec impatience l'occasion de vous retrouver à nouveau. Très bien, Lena, et je vous remercie de l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Thank you.